Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge-président, bonjour. Avant de donner la parole à Maître Ndri, je pense que le procureur souhaite s'exprimer. Monsieur MacDonald, je pense qu'il n'y a pas de question à continuer. Le président, non. Non, il n'y a rien à poursuivre. Bonjour. Monsieur Mangou. It's now. Le président, il est maintenant le temps de Maître Ndri, qui va s'exprimer au nom de la défense de Monsieur Blé-Goudé. Vous avez la parole, Maître Ndri. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, chers membres de la Chambre. Bonsoir, Monsieur Mangou. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Maître. Je suis donc Maître Ndri Kouadio, avocat au barreau du Côte d'Ivoire. Vous êtes né à Yopougon, je crois, Kouté. Moi, je suis de Diabo-Ndénou. Je sais que vous avez beaucoup bougé dans la Côte d'Ivoire, vous devez connaître ce lieu. Alors, vous nous avez beaucoup dit sur ce que vous savez de ce procès. Je vais vous poser des questions et je souhaiterais qu'on soit vraiment bref. Et si j'ai des précisions, en fait, à vous demander, je le ferai. Monsieur le témoin, je voudrais revenir brièvement pour obtenir une précision sur l'appel à l'enrôlement lancé par M. Charles Blé-Goudé. Vous nous avez beaucoup dit que vous n'étiez pas informé, tout et tout. Mais le 21 mars 2011, suite à cet appel, les jeunes donc se sont rassemblés à l'état-major, dans la cour de l'enceinte. Je voudrais obtenir une précision. Vous nous avez parlé de 3 recrutements depuis 2002. Vous avez même donné l'effectif. Est-ce que nous devons comprendre que suite à cet appel précis de M. Charles Blé-Goudé, l'état-major n'a pas fait de recrutement, oui ou non? Merci, Maître. Je suis heureux d'avoir retrouvé un beau-frère à La Haye. Mon épouse est également baoulée. Donc, pour répondre à votre question, Maître, il n'y a pas eu de recrutement suite à cet appel. Monsieur Philippe Mangou, je voudrais aussi donc brièvement qu'on revienne sur l'enrôlement, cette fois-ci effectif de 2003. Là aussi, juste pour obtenir quelques clarifications.
je vais vous expliquer pour que votre réponse puisse être donc précise. Certains témoins sont passés ici et ont qualifié ce recrutement d'irrégulier. Parce que, selon eux, l'état-major aurait dû passer par les mairies, comme cela se passe. Vous qui êtes donc du corps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, premièrement, le recrutement par voie donc, de mairie? Et après nous avoir donc clarifié sur ce point, nous dire pourquoi est-ce que le recrutement de 2003 n'a pas suivi cette forme. Maître, merci. Le recrutement de 2003 a été un recrutement régulier qui a obéi à toutes les formes. Pour faire le recrutement, on ne passe pas par les mairies. Les jeunes Ivoiriens vont se faire recenser quand ils ont l'âge de faire l'armée. Ça permet déjà, quand on convoque une classe, de faire venir ceux-là en vue de se faire recruter. Sinon, on ne passe pas par la mairie. La décision de recenser donc, de jeunes recrues pour l'armée est donc prise en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres fixe le volume de personnes à recruter. Le Conseil des ministres fixe les conditions. Et une fois que c'est décidé en Conseil des ministres, le ministre de la Défense chargé de l'exécution de la politique de défense reprend donc le volume, les conditions fixées et par voie de presse convoque tous les jeunes Ivoiriens qui remplissent les conditions pour entrer dans l'armée. Et quand ces jeunes Ivoiriens arrivent, on leur fait passer une visite médicale. Donc les conditions, normalement pour être militaire, il faut être ivoirien, de nationalité ivoirienne. Il faut avoir 18 à 22 ans. Il faut avoir le niveau de CM2. Mais là, j'avoue que y en a qui vont jusqu'à... Il y a des brevetés même qui se font recruter, hein, même quelquefois même des bacheliers. Il faut avoir ce niveau et être apte physiquement. Si vous remplissez ces conditions, on fait les visites et dès qu'on atteint le quota décidé par le gouvernement, ben ceux-là, une fois qu'ils ont satisfait aux conditions de visite médicale, sont remis au chef d'état-major des armées pour être formés. Sinon, ce n'est pas le chef d'état-major qui fait le recrutement. Le recrutement est fait au niveau du ministère. Les visites médicales au niveau du ministère. Une fois que les éléments sont prêts, on les reverse au chef d'état-major des armées pour leur formation. Alors, vous avez, à plusieurs reprises, lors de votre témoignage, parlé du chiffre de 4000 personnes. Nous avons des témoins qui sont passés avant vous, qui nous ont plutôt annoncé le chiffre de 3000. Et dans certains documents que nous avons, au niveau de la défense, nous avons le chiffre de 3000. Est-ce que, soit vous confirmez les 4000, c'était juste pour avoir une précision à votre niveau? Maître, je confirme les 4000. Les 3000, c'est au dernier recrutement. On a atteint le chiffre de 3184. D'accord. Monsieur le témoin, c'est par l'habitude, hein. Sinon, Monsieur Mango, on a l'habitude d'appeler tout le monde comme ça, mais bon. Excusez-moi si je passe. Donc, Monsieur Mango, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'attaque
de votre domicile le 14 mars 2011 à Yopougon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire qui a envoyé ces personnes-là pour mener cette attaque? Je ne pourrais pas désigner nommément des gens, mais je sais que cette attaque vient de mon propre camp, c'est-à-dire le camp pour lequel nous travaillons, le camp du président Laurent Gbagbo. Parce que pour une discussion qui s'est passée entre 3 personnes, le président de la République, moi-même, Charles Blé Goudé, mon frère, je ne comprends pas qu'une tierce personne, la veille, vienne dire aux éléments de la garde, mon veut que le président rende sa démission, c'est lui qui partira entre les 4 bois. Donc ça, je ne comprends pas. Le deuxième aspect, maître, dans la Bible, c'est dit que au commencement était la parole. Mais bien des choses arrivent par cette parole. C'est pratiquement des prophéties. En 2007, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, les discussions militaires qui ont eu lieu à Ouaga, j'ai bien précisé ici qu'aucun militaire ivoirien n'a assisté à ces discussions, même pour les questions militaires. Il est ressorti de cette discussion que 5000 vannes, c'est-à-dire 5000 volontaires armés nouvelles, des forces armées, des forces nouvelles, allaient rejoindre l'armée. Et lorsque le président Laurent Gbagbo, dans le même temps, a voulu mettre sur pied le service civique pour absorber un peu le flot des chômeurs, il nous avait convoqués avec le comité de pilotage dirigé par le ministre Robert Oulaï à la résidence pour que nous puissions lui faire le point des effectifs. Lorsque j'ai annoncé le chiffre de 5000 vannes, à l'issue de la réunion, la première dame est venue vers moi. Elle m'a tenu sur le langage. Si tu roules mon mari dans la farine, je ne vais pas te pardonner ça. Parole sortie de la première dame. Deuxièmement, à son procès, elle a dit, à la question du juge, pourquoi n'avez-vous pas demandé à votre époux de démissionner? Elle a dit, mais si je dis à Laurent de démissionner, mais il va me gifler. Donc, vous comprenez, j'ai dû faire une analyse pour dire, mais si la femme propose au mari de démissionner et qu'on la gifle, nous qui ne sommes pas de la famille et qui proposons au président de démissionner, c'est plutôt la mort qu'on nous donne. Voilà. D'accord. Je vais vous lire votre déclaration que vous avez donnée devant les enquêteurs du bureau du procureur. CIV, OTP 0011 04 82, page 494, ligne 402 à 408. Enquêteur numéro 2. Enquêteur 2. Et je cite enquêteur 2. Vous pensez que Blé Goudé était sincère dans ce qu'il vous disait? Personne entendu. Non. Écoutez, frère. S'il n'est pas sincère dans ce qu'il dit, moi j'ai toujours dit, je leur ai toujours dit la vérité. Les faits me donnent raison aujourd'hui. Enquêteur 2. Vous ne savez pas. Vous avez dit que vous ne savez pas s'il était sincère.
personnes entendues. Je l'avais imaginé. Madame, je l'avais imaginé. Suite à tout ce qui s'est passé, je l'avais imaginé. Fin de citation. Monsieur Philippe Mangou, est-ce que, ma question précise, est-ce que, j'ai compris tout le développement que vous avez fait, j'ai dit, est-ce que vous savez de façon précise qui a envoyé? Vous pouvez dire, selon vous, sont les gens de votre camp. Ma question est précise. J'ai dit, est-ce que vous savez qui a envoyé ces personnes aujourd'hui vous attaquer? Derrière la question qui, je mets un nom. Maître, je crois que j'ai répondu tout à l'heure à la question. Hein. J'ai dit je ne peux pas nommément désigner quelqu'un. D'accord. Alors, je vais aborder toujours dans le même sens, mais juste pour nous situer dans la chronologie des événements. Le 11 mars 2011, lorsque le président vous reçoit au palais présidentiel, lorsqu'il vous donne l'information selon laquelle ses soutiens internationaux l'ont lâché, dans le développement des faits, tout de suite, vous sautez sur l'occasion pour lui donner votre position. C'est bien cela? C'est bien ça. D'accord. Donc, lorsque M. Charles Blé Goudé vient chez vous à 19h30, votre position à vous est déjà connue de M. Gbagbo. C'est bien ça. D'accord. Je voudrais aborder un autre sujet avec vous. Et je vais d'abord appeler une vidéo. CIV. Juste un instant. Je donne les références. CIV OTP 0026 0018. Le passage, donc il s'agit d'un JT de 20 heures qui a été diffusé le 4 mars 2011 et aussi au JT de 13 heures le 5 mars 2011. Les passages, donc, 48 minutes 55 secondes à 52 minutes 16 secondes. L'onglet 124. ERN des transcripts CIV OTP 0051 22 20 des lignes 22 36 aux lignes
Oui. Page 2236, ligne 612, à la page 2238, ligne 663. Monsieur le témoin, je vais vous demander de suivre donc cet élément. Après, je vous poserai des questions. Très bien, maître. Communiqué ultérieurement. Selon M. Hamadoun Touré, porte-parole de l'ONUCI, son organisation vient de réceptionner 2 avions de guerre de type Mi-24. Les raisons de ce nouvel équipement, la protection des civils. Est-ce vraiment pour protéger les civils que l'ONUCI déploie un tel arsenal? Rien n'est moins sûr, nous dit Victor Pan Debas. Par la voix de M. Hamadoun Touré, son porte-parole, l'ONUCI vient de confirmer ce que nous savions déjà, l'acquisition d'hélicoptères de combat de type Mi-24. Sur l'information, rien de nouveau. Mais sur l'utilisation de Mi-24, l'on reste sceptique quand M. Hamadoun Touré, le porte-parole de l'ONUCI, affirme que ces hélicoptères seront affectés à des tâches de paix et à la protection des civils. Toute personne connaissant les Mi-24 façonnés spécialement pour faire la guerre accepterait difficilement et même jamais l'idée de protection des civils avec ces engins. D'ailleurs, comment les forces onusiennes en Côte d'Ivoire entendent-elles faire la protection des civils avec ces hélicoptères une fois qu'ils seront en l'air? Et contre qui l'ONUCI compte protéger les civils? Hormis les moyens conventionnels, comment peut-on protéger les civils avec ces engins de guerre? Pourquoi d'ailleurs l'ONUCI veut-elle protéger les civils alors que le même Hamadoun Touré affirme qu'il revient aux autorités ivoiriennes d'assurer cette protection? Quand l'on connaît les agissements de l'ONUCI tels que sa participation aux côtés de la rébellion au combat du Golfe Hotel le 16 décembre 2010 contre les forces régulières lors de la supposée marche pacifique du RHDP pour prendre la RTI, de ces tirs à balles réelles sur des populations aux mains nues à Abobo et dans les différents quartiers d'Abidjan, et que l'on constate donc la partialité de l'ONU dans la crise ivoirienne, l'on se dit que l'acquisition de ces Mi-24 n'est que le début de la guerre totale qu'a décidé de livrer l'ONUCI aux forces régulières de Côte d'Ivoire au profit de la rébellion. D'ailleurs, un document confidentiel paru dans différentes presses ivoiriennes l'atteste. Dans un premier temps, ces hélicoptères basés à Bouaké vont protéger l'axe routier Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké, une façon sûre d'empêcher les forces régulières aux différents fronts, au centre et à l'ouest, d'être coupées de leur base d'Abidjan. Et dans un deuxième temps, ces hélicoptères serviront d'espions aux forces rebelles en indiquant les positions des FDS. Les hélicoptères seront ravitaillés en carburant au 43e BIMA. Alors la protection des civils par des Mi-24 est un flagrant délit de mensonge de l'ONUCI après la bourde d'avions de combat qui serait livrée à M. Laurent Gbagbo, élu président de la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire est sous embargo. Une autre manœuvre de M. Choy pour diaboliser le président des Ivoiriens. Heureusement, la supercherie a été découverte et l'ONU s'est excusée par la voix de M. Alain Leroy, le chef des opérations de maintien de la paix. Il reste maintenant à l'ONU de nous dire pourquoi sa division à Abidjan participe-t-elle au combat aux côtés des rebelles. Là-dessus, motus et bouche cousue. Qui ne dit rien consent. Maître Ndri, finish. Maître Ndri, poursuivez. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu ces images? Oui, maître, j'ai vu ces images. D'accord. Monsieur Mangou, est-ce que votre état-major a été saisi de cette acquisition de Mi-24 par l'ONUCI en son temps? Oui, nous en avons été saisis.
quelle a été la réaction des FDS devant cette acquisition? Ben, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de réaction particulière. Nous ne pouvons pas, en tant qu'armée, réagir à l'acquisition des moyens de guerre par une unité qui est venue pour nous aider à aller à la paix. Et je crois que cette unité vient avec ses moyens. La réaction, ça serait peut-être dans l'utilisation de ces moyens. Sinon, nous ne pouvons pas empêcher une force onusienne qui arrive en Côte d'Ivoire de venir avec ses moyens pour pouvoir travailler sur le terrain. Tout comme nous ne serons pas d'accord qu'on nous impose aussi d'autres moyens dans le cadre de la crise. Et là-dessus, nous avons eu plusieurs fois à faire des déclarations pour nous dire que nous avons nos moyens propres, qu'on nous laisse utiliser nos moyens. Je n'ai pas été précis, je le confesse moi-même. Je parle de la réaction de l'état-major en son temps par rapport à l'ONUCI, mais je veux dire par rapport à l'acquisition d'avions de guerre. Je devais préciser. Oui, maître, je réponds, il n'y a pas eu de réaction. Quoi qu'il en soit, l'ONUCI a du matériel de guerre aussi. D'accord. Je vais appeler une autre vidéo et après je vous poserai la question. Excusez si je tarde un peu pour donner, vous savez, nous avons quelques contraintes techniques et voilà. CIV, OTP, 64 0083 Retrouvez la météo avec vidéo, le JT de 20h. Donc, qui a été diffusé le 20 janvier 2011. La minute qui nous intéresse, c'est de 8 minutes 52 secondes à 15 minutes. Onglet 374. Le transcrit correspondant CIV OTP 0094 0336. Page 338, ligne 40, à la page 339, ligne 111. Donc je vous invite à voir cette vidéo et après je vous poserai la question. À répondre à Guillaume Soro, qui l'accuse de ne pas être du côté de la vérité. Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blé Goudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse, pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu piédestal, nargue tout le monde. Et je vais parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité, que je suis fils de pasteur. Je le reconnais.
Mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement, lui, à deux doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de M. Alassane Ouattara qui, dit-il, venait d'être élu. Nous lui avons dit non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chef d'état-major. J'ai dit à son émissaire que j'ai fait 6 ans de commandement et que même si aujourd'hui le président Gbagbo venait à me remercier, je retourne tout simplement au village et que je ne souhaitais pas être chef d'état-major de M. Alassane Dramane Ouattara. Si c'est ça qui dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit que je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec M. Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté M. Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, tout comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. Celle de protéger les institutions de la République. L'institution de la République a parlé, nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Il faudrait que cela soit clair. J'ai même dit à Guillaume Soro qu'il a été à la tête, et ça au téléphone, des gens qui hier ont tué, ont égorgé certains de nos frères d'armes, ont éventré des femmes enceintes, que trop c'est trop, qu'il est tout jeune et qu'il ne sait pas bien qu'il ait dans sa main le sang des Ivoiriens. Je me rappelle, et comme si cela datait d'hier, lors d'une cérémonie organisée par M. le ministre Blé Goudé à l'hôtel Ivoire, prenant la parole, Guillaume Soro a dit, il y a des gens qui appellent à faire la guerre parce qu'ils n'ont pas encore entendu tirer un seul coup de canon. Alors pourquoi lui aujourd'hui, il appelle tous ces pays du monde à venir tuer les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens, alors qu'il n'y a même pas de cela longtemps qu'il a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Malheureusement, c'est lui qui appelle à la guerre, c'est lui qui appelle les forces étrangères à venir tuer les Ivoiriens qui veut commander demain. Maître André. Monsieur Mongo, pour vous citer, n'est-ce pas lui qui appelle les forces étrangères à venir tuer les Ivoiriens? En le disant, vous faites allusion à quel événement précis? En le disant, je faisais allusion aux événements de 2002. Puisque là, nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier 2011. Janvier 2011. Donc, je le disais par rapport aux événements de 2002. Ceux qui ont été égorgés, c'était des frères d'armes, des gendarmes qui ont été égorgés à Boaké. D'accord. On reviendra plus tard sur cette vidéo. Je voudrais appeler une autre vidéo. CIV, OTP, 0064, 0083. C'est une vidéo donc de la RTI, un JT.
qui a été diffusé le 20 janvier 2011 à 20h. Et nous allons partir donc de la minute 52-38 à 54-29, onglet 374, le numéro de transcrit CIV D25 0050 0016, onglet donc du transcrit 824. De faire fi des informations mensongères et de continuer à faire confiance au port autonome d'Abidjan. On reste au port pour voir cette découverte d'armes, des armes lourdes et des pièces d'hélicoptères destinées aux forces françaises en Côte d'Ivoire. La licorne avait annoncé à la place des aliments, mais la vérité est tout autre. Reportage Hervé Blé. Des armes lourdes à la place des aliments, c'est la découverte faite par la douane ivoirienne dans le port d'Abidjan. 10 conteneurs ont été passés au scanner avant d'être ouverts. Dans l'un d'eux, censé contenir, comme les autres, des aliments, ont été découvertes 2 armes de guerre, un canon 12-7 et un A-52. Dans les conteneurs passés au crible par la douane ivoirienne, la force licorne française à qui ils appartiennent a déclaré des aliments destinés à sa propre consommation. Ces aliments ont tout simplement été remplacés dans le conteneur par des armes lourdes et 2 hélicoptères en pièces détachées, selon le constat fait par la douane et les autres membres du comité de crise mis en place au port d'Abidjan pour la gestion des importations dans cette période sensible. Les 10 conteneurs ouverts ce jeudi font partie du lot de 52 débarqués du navire Eclipse affrété par la force française à licorne et qui a séjourné au port autonome d'Abidjan du 9 au 11 décembre dernier. Dans le premier lot de conteneurs ouverts, dans 2 précisément, des armes avaient déjà été découvertes et renvoyées en France. Le chef du bureau du scanner et son équipe, et de façon générale la douane ivoirienne, annoncent que tous les conteneurs en instance d'être livrés à la force licorne seront passés au crible, visités intégralement pour s'assurer que ne s'y trouve que ce qui a bel et bien été déclaré et non des armes de destruction massive. Les armes saisies ont été placées sous la bonne garde des forces de défense et de sécurité. La Confédération Dignité Maître André. Monsieur Philippe Mangou, ça commence à venir. Pourtant, ce n'est pas compliqué, hein? Oui, vraiment. Okay. Allez-y, maître. C'est une déformation professionnelle, souvent, vous savez. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ces images que nous venons de voir? Oui, maître. Non seulement j'ai vu les images, mais je me rappelle quand c'est arrivé, le général commandant les forces françaises s'est déplacé venu me voir l'état-major. Nous n'y avons vu aucun inconvénient, nous avons restitué le matériel. Aucun inconvénient qu'il soit déclaré
des aliments à la place des armes. C'est ce que vous dites? On n'a nullement pas été gêné. C'est une armée qui a passé la commande de ses moyens, les pièces de rechange, de son matériel. Donc, même s'ils ont voulu faire du faux, qu'ils ont déclaré la nourriture à la place et puis ce sont des armes, on leur a restitué ces armes, ce matériel. D'accord. Dans la même veine, aviez-vous été informé précédemment, puisque le commentaire du journaliste, je pèse mes mots parce qu'ici il faut restituer les choses, le commentaire du journaliste fait état d'un précédent daté donc de décembre 2010 où des colis contenant des armes et avec une toujours fausse déclaration auraient été découvertes toujours dans le même port et refoulées vers la France. Et avez-vous eu cette information aussi? Non, maître. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, est-ce que le nom Renaud Vignal vous dit quelque chose? Renaud Vignal, ça doit être certainement le Français qui a été tué à Yamoussoukro, je crois. Non? Non, pas lui. Je vais vous suggérer, pour voir si l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire au moment du déclenchement de la crise. Le nom, oui. Il y a une phrase, la voici. Le chef de l'État ne passera pas Noël au palais présidentiel. Parlant du président Laurent Gbagbo en 2002. Est-ce que dans les grandes étapes de la crise ivoirienne, cette phrase vous dit quelque chose? Le chef de l'État ne passera pas Noël au palais présidentiel. Oui, cette phrase me dit quelque chose. Vous pouvez en dire plus à cette chambre? Alors, maître, j'ai envie de dire quelque chose quand même à cette chambre. Il y a eu l'interrogatoire de Maître Alti sur les Français, l'action menée par la France en Côte d'Ivoire, jusqu'à demander si le président Alassane Ouattara n'avait pas de conseiller français. J'ai été même à un moment donné tenté de lui demander si lui n'est pas le conseiller du président Laurent Gbagbo étant français. Parce que ce que moi je souhaiterais qu'on comprenne, on parle trop de la France. La France a fait ceci, la France a fait cela. Mais qu'est-ce que nous, Ivoiriens, nous avons fait pour que la France ne fasse pas ce que nous souhaitons qu'elle ne fasse pas? Monsieur le Président. Maître Ndri. Je voudrais que votre chambre m'aide à faire comprendre aux témoins que la défense a des choses qu'elle trouve importantes pour le cas. Donc nous posons les questions. Je souhaiterais que le témoin réponde aux questions qu'on lui pose. Ma question, est-ce que le nom Renaud Vignal vous dit quelque chose? Donc je lui ai suggéré, ambassadeur de la France au moment des faits, en 2002. Il a confirmé. J'ai donné une phrase. Le chef de l'État ne passera pas Noël au palais présidentiel. Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose?
Il a dit oui, cela lui dit quelque chose. Qu'est-ce que vous en savez par rapport à cette phrase? La question. Donc je voudrais que le témoin nous aide. Parce que nous comptons finir demain à la première session certainement. Donc je voudrais qu'on ne dure pas trop. Le président, Monsieur Mangou, auriez-vous l'obligeance de répondre à la question sans vous étendre? Évidemment, vous pouvez évoquer ce qui vous paraît nécessaire, mais essayez de vous en tenir aux questions qui sont importantes en l'espèce pour le procès. Merci. Monsieur le Président, j'ai cru entendre qu'est-ce que vous en pensez. C'est pour ça que j'ai voulu faire le développement. OK. Donc, maître, si vous pouvez reprendre votre question. Le chef de l'État ne passera pas Noël au palais présidentiel. Dans le cadre de notre crise en 2002, qu'est-ce que cette phrase vous rappelle? Voilà la question que je pose. Alors, qu'est-ce que cette phrase me rappelle? Je dirais que c'est une phrase qui a été prononcée par une personne. Est-ce qu'elle pouvait refléter la réalité? Je ne sais pas. Par quelle personne, si vous savez? L'ambassadeur, comme vous l'avez souligné. Renaud Vignal. C'est bien ça. On lui a prêté ses propos. Non, je dis qu'elle a été prononcée par Renaud Vignal. D'accord. Voilà. Je vais appeler une autre pièce. CIV, OTP, donc je reprends, s'il vous plaît. CIV OTP 0075 0053. C'est un JT donc de la RTI. Nous allons donc diffuser les passages 17 minutes 25 secondes à 21 minutes 20 secondes, onglet 477, ERN de transcrit, CIV OTP 0087 01 28, onglet 502. Monsieur Mangou, nous allons suivre donc cela et puis je vais vous poser la question. Ok, maître. Au cours des manifestations du RHDP du 16 décembre dernier et témoignages de soutien aux victimes de l'ONUCI. En tant que chef d'état-major des armées, je me devais de venir au lendemain du décès de certains de vos camarades tombés au champ d'honneur au cours des dernières manifestations du RHDP. Vous exprimez toute ma compassion. Intervention du président n'était pas audible. Oui, pourriez-vous indiquer s'il vous plaît le numéro de la page et des lignes pour les interprètes, s'il vous plaît? Donc, page 0129 à partir de la ligne 12. On m'a fait signe que c'est bon. D'accord. Au cours des manifestations du RHDP du 16 décembre dernier et témoignages de soutien aux victimes de l'ONUCI.
En tant que chef d'état-major des armées, je me devais de venir au lendemain du décès de certains de vos camarades tombés au champ d'honneur au cours des dernières manifestations du RHDP. Vous exprimer toute ma compassion et vous encourager à poursuivre l'excellent travail que vous faites pour votre pays. C'est par ces mots que le général de corps d'armée Philippe Mangou a commencé son adresse au personnel des forces terrestres qu'il a exhorté à demeurer soudé pour la restauration de la dignité et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. À l'hôpital militaire d'Abidjan, où il s'est rendu par la suite après avoir rendu hommage au corps médical des armées pour la qualité de ses prestations, le chef d'état-major des armées est allé apporter soutien et réconfort de l'ensemble des forces de défense et de sécurité aux victimes de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. En saluant l'élan de solidarité des autorités du pays ainsi que du peuple ivoirien autour de leur personne, les victimes de l'ONUCI ont marqué leur détermination pour la suite du combat. Nous avons merci à Dieu, nous avons merci aux autorités, à la première dame, le général, et le président de la République, tout le monde, tout le gouvernement pour le soutien. Vraiment, nous sommes de cœur, le mal est là, mais nous sommes de cœur avec eux. En 2004, j'ai été blessé ici, par l'Igon, il y a eu une balle ici. À l'aéroport. Mais aujourd'hui, je suis là. Pour le chef d'état-major, le général de corps d'armée Philippe Mangou, l'attitude des soldats de l'ONUCI est tout simplement inadmissible. Je suis très amer et très déçu du comportement des forces impartiales. Hier, le général Hafiz, avec insistance, m'avait demandé de voler au secours de certains de nos frères des forces impartiales qui avait été bloqué par une foule évaluée à près de 6000 personnes. Je suis parti de mon bureau à 9h, je ne suis rentré à la base qu'à 15h. C'est dire que les négociations ont véritablement achoppé avec la jeunesse, mais Dieu merci, les jeunes m'ont compris et nous avons pu extirper 13 éléments de force impartiale de l'ONUCI. Personnellement, je les ai pris avec moi pour aller les remettre à la base au général Hafiz. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, qu'ils veuillent donner des instructions à ces hommes pour tirer sur des Ivoiriens au menu. Cela ne se fait pas. Toutes les forces régulières militaires ont été instruites au droit international humanitaire. Même sur le champ de bataille, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tout simplement parce que la Convention de Vienne nous le commande. Il faut respecter les civils au menu. Il faut avoir un minimum d'égards pour ces civils. Il faut collaborer avec ces civils dans la courtoisie. Et nous disons au général Hafiz que c'est la dernière fois que ces hommes tirent sur des Ivoiriens au menu. Nous le disons aussi pour l'ICOR, parce qu'il y a eu déjà un antécédent. Ils n'ont qu'à donner des instructions à leurs hommes pour qu'ils protègent la population et non qu'ils se mettent à tirer sur cette population. Parce que quand nous discutons avec les deux généraux, ils nous disent que si leurs populations sont touchées, ils interviennent. Alors pourquoi veut-il faire des différences entre les différentes populations? Nous, notre mission, c'est de protéger toutes les populations sans exclusive. Que vous soyez ivoirien ou non ivoirien, nous avons pour mission de protéger toutes ces populations. Nous ne comprenons pas leur comportement. Et nous disons, c'est bien la dernière fois qu'ils ont tiré sur les Ivoiriens, qu'ils arrêtent. Voilà donc qui est désormais clair quant aux agissements de ceux qui se croyaient en terrain conquis en Côte d'Ivoire. Maître André.